la fin du XVe siècle, la peinture qui s'acheminait vers la perfection, à pas si tardif que sa progression était comme imperceptible, y marcha tout à coup, à pas de géant. La peinture encore gothique a commencé les ornements de plusieurs édifices, dont les derniers embellissements sont les chefs-d'œuvre de Raphaël et de ses contemporains. Le cardinal Jean de Médicis, qui ne vieillit point sous le chapeau, puisqu'il fut fait pape à 37 ans, renouvela la décoration de l'église de Saint-Pierre in Montorio et il commença d'y faire travailler peu de temps après qu'il eut reçu la pourpre. Les chapelles qui sont à main gauche en entrant et qui furent faites les premières sont ornées d'ouvrages de peinture et de sculpture d'un goût médiocre et qui tient encore du gothique. Mais les chapelles qui sont vis-à-vis furent ornées par des ouvriers qu'on compte parmi les artisans de la première classe. La première en entrant dans l'église est peinte par Fra Sebastiano del Piombo. Une autre est enrichie de statues faites par Daniele da Volterra. Enfin, on voit au-dessus du maître-autel la transfiguration de Raphaël, tableau presque aussi connu des nations que l'Énéide de Virgile. La destinée de la sculpture fut la même que celle de la peinture. Il semblait que les yeux des artisans, jusque-là fermés, se fussent ouverts par quelque miracle. Un poète dirait que chaque nouvel ouvrage de Raphaël faisait un peintre. Cependant, les causes morales ne faisaient rien alors en faveur des artisans que ce qu'elles avaient fait sans fruit depuis 2 siècles. Les statues et les bas-reliefs antiques dont Raphaël et ses contemporains savaient si bien profiter avaient été devant les yeux de leurs devanciers qui n'en avaient su faire usage. Si l'on déterrait quelques ouvrages antiques que ces devanciers n'eussent pas vus, combien en avait-il vu qui périrent avant que Raphaël pût les voir? Pourquoi ces devanciers ne faisaient-ils pas fouiller dans les ruines de l'ancienne Rome comme le firent Raphaël et ses contemporains? C'est qu'ils n'avaient point de génie, c'est qu'ils ne reconnaissaient pas leur propre goût dans le Marc Aurèle et dans tous les ouvrages de sculpture et d'architecture qui étaient hors de terre longtemps avant Raphaël. Le prodige qui arrivait à Rome arrivait en même temps à Venise, à Florence et dans d'autres villes d'Italie. Il y sortait de 2 sous terre, pour ainsi dire, des hommes illustres à jamais dans leur profession et qui tous valaient mieux que les maîtres qui les avaient enseignés. Des hommes sans précurseurs et qui étaient les élèves de leur propre génie. Venise se vit riche tout à coup en peintres excellents sans que la République eût fondé depuis peu de nouvelles académies ni proposé aux peintres de nouveaux prix. Les influences heureuses qui se répandaient alors sur la peinture firent chercher le Corrège dans son village pour en faire un grand peintre d'un caractère particulier. Il osa, le premier, mettre des figures véritablement en l'air et qui plafonnent, comme disent les peintres. Raphaël, en peignant les noces de Psyché sur la voûte du salon Psyché, sur la voûte du salon du petit Farnèse, a traité son sujet comme s'il était peint sur une tapisserie attachée à ce plafond. Le Corrège met des figures en l'air dans l'Assomption de la Vierge, qu'il peignit dans la coupole de la cathédrale de Parme, et dans l'Ascension de Jésus-Christ qu'il peignit dans la coupole de l'abbaye de Saint-Jean de la même ville. C'est une chose qui seule pourrait faire reconnaître l'action des causes physiques dans le renouvellement des arts. Toutes les écoles qui se formaient alors allaient au beau par des routes différentes. Leurs manières ne se ressemblaient pas, quoiqu'elles fussent si bonnes qu'on serait fâché que chaque école n'eût pas suivi la sienne. Toutes différentes entre elles de telle sorte cependant qu'on voudrait qu'aucune ne soit différente d'elle-même. Le Nord reçut aussi quelques rayons de cette influence. Albrecht Dürer, Holbein et Lucas de Leyde peignirent infiniment mieux qu'on ne l'avait fait encore dans leur pays. On conserve dans le cabinet de la bibliothèque de Bâle plusieurs tableaux d'Holbein, et 2 de ces tableaux mettent bien en évidence le progrès surprenant que la peinture faisait partout où il y avait des sujets capables d'être peintres. Le premier de ces tableaux, une inscription mise au bas après en avoir fait en 1516, représente un maître d'école qui montre à lire à des enfants. Il a tous les défauts que nous avons reprochés aux ouvrages de peinture faits avant Raphaël. Le second tableau que son inscription apprend avait été fait en 1521 et qui représente une descente de croix et dans le bon goût. Holbein avait vu de nouveaux tableaux et il en avait profité ainsi que Raphaël profita en voyant l'ouvrage de Michel-Ange. Le retable d'autel qui représente en 8 tableaux séparés les principaux événements de la Passion et qu'on conserve à l'hôtel de ville de Bâle
doit avoir été peint par Holbein avant l'abolition du culte de la religion catholique à Bâle, où la prétendue réforme fut introduite, et les tableaux ôtés des églises en 1527. Ces 8 tableaux peuvent être comparés aux meilleurs ouvrages des élèves de Raphaël pour la poésie et leur être préférés pour le coloris. Il y a même plus d'intelligence du clair-obscur que les autres peintres n'en avaient en ces temps-là. On y remarque des incidents de lumière merveilleux, principalement dans le tableau qui représente Jésus-Christ arrêté prisonnier dans le jardin des Oliviers. Nos pères virent arriver en France en faveur de la poésie sous le règne de Louis XIII, le même événement qui est arrivé en Italie en faveur de la peinture sous le règne de Jules II. On vit reluire subitement un jour lumineux qui n'avait été précédé que par un faible crépuscule. Notre poésie s'éleva tout à coup, et les nations étrangères qui jusqu'alors la dédaignaient en devinrent éprises. Autant que je puis m'en souvenir, Pierre Corneille est le premier des poètes français profanes dont un ouvrage de quelque étendue ait été traduit dans la langue de nos voisins. On trouve des stances admirables dans les œuvres de plusieurs poètes français qui ont écrit avant le temps que je marque, comme l'époque où commence la splendeur de la poésie française. Malherbe est inimitable dans le nombre et dans la cadence de ses vers, mais comme Malherbe avait plus d'oreilles que de génie, la plupart des strophes de ses ouvrages ne sont recommandables que par la mécanique et par l'arrangement harmonieux des mots pour lequel il avait un talent merveilleux. On n'exigeait pas même alors que les poésies ne fussent composées, pour ainsi dire, que de beauté contiguë. Quelques endroits brillants suffisaient pour faire admirer toute une pièce. On excusait la faiblesse des autres vers, qu'on regardait seulement comme étant faits pour servir de liaison au premier, et on les appelait, ainsi que nous l'apprenons des mémoires de l'abbé de Marolles, des vers de passage. Il est des strophes dans les œuvres de Desportes et de Berthaud comparables à tout ce qui peut avoir été fait de meilleur depuis Corneille. Mais ceux qui entreprennent la lecture entière des ouvrages de ces deux poètes, sur la foi de quelques fragments qu'ils ont entendu réciter, l'abandonnent bientôt. Les livres dont je parle sont semblables à ces chaînes de montagnes où il faut traverser bien des pays sauvages pour trouver une gorge cultivée et riante. Nous avions en France une scène tragique depuis 200 ans quand Corneille fit le Cid. Quel progrès avait fait parmi nous la poésie dramatique? Aucun. Corneille trouva notre théâtre presque encore aussi barbare qu'il pouvait l'avoir été sous Louis XII. La poésie dramatique fit plus de progrès depuis 1635 jusqu'en 1665. Elle se perfectionna plus en ces 30 années-là qu'elle ne l'avait fait dans les 3 siècles précédents. Rotrou parut en même temps que Corneille, Racine, Molière et Quinault vinrent bientôt après. Voyait-on dans Garnier et dans Méret une poésie dramatique qui se perfectionna assez pour faire espérer qu'il parut bientôt des poètes du mérite de Corneille et de Molière? Quels sont, pour parler ainsi, les ancêtres poétiques de La Fontaine? Pour dire quelque chose de nos peintres Fréminet et Vouet, qui travaillaient sous Louis XIII, étaient-ils des précurseurs dignes du Poussin, de Le Sueur et de Lebrun? Les grands hommes qui composent ce qu'on appelle le siècle d'Auguste ne se formèrent point durant les jours heureux du règne de cet empereur. Ils avaient acquis le mérite, ils étaient formés avant que ces jours heureux commençassent. Personne n'ignore que les premières années du siècle d'Auguste furent un siècle de fer et de sang. Les jours bénis de tout l'univers ne commencèrent leur cours qu'après la bataille d'Actium, où le démon tutélaire de Rome terrassa d'un seul coup Antoine, la discorde et Cléopâtre. Virgile avait 40 ans lorsque cet événement arriva. Voici la peinture qu'il fait lui-même des temps durant lesquels il s'était formé et qu'il dit avec tant d'élégance avoir été le règne de Mars et de la fureur. Car chez les humains, la loi du juste et de l'injuste est ruinée tant qu'il y a de guerre par le monde, tant de formes prises par le crime. La charrue n'a plus les honneurs qu'elle mérite. Les champs sont laissés en friche parce que on leur prend les cultivateurs et les faux recourbés sont fondus pour devenir épais rigides. D'un côté l'Euphrate, de l'autre la Germanie déclenche la guerre. Des villes voisines, rompant leurs accords, prennent les armes. Mars impie se déchaîne dans tout l'univers. Les hommes qui s'étaient fait un nom distingué étaient même plus exposés que les autres.
dans les proscriptions et durant toutes les horreurs des premières années du règne d'Auguste. Cicéron, qui fut égorgé dans les temps malheureux dont parle Virgile, mourut la victime de ses talents, et fut perdu par son génie au large flot jaillissant. C'est pour son génie qu'il eut les mains et les têtes, et la tête tranchée. Horace avait 35 ans lorsque la bataille d'Actium se donna. La magnificence d'Auguste encouragea bien les grands poètes à travailler, mais ils étaient devenus déjà de grands hommes avant cet encouragement. Ce qui pourrait achever de convaincre que les causes morales ne font que concourir avec une autre cause seconde, encore plus efficace qu'elle, au progrès surprenant que les arts et les lettres font en un certain siècle. C'est que les arts et les lettres retombent quand les causes morales font les derniers efforts pour les soutenir sur le point d'élévation qu'ils avaient atteint d'eux-mêmes. Ces grands hommes, qui pour ainsi dire se sont formés de leurs propres mains, ne seraient formés par leurs leçons ni par leurs exemples des élèves qui soient leurs égaux. Ces successeurs qui reçoivent des enseignements donnés par des maîtres excellents, ces successeurs qui, par cette raison et par bien d'autres, devraient surpasser leurs maîtres s'ils avaient autant de génie que ces maîtres occupent leur place sans la remplir. Les premiers successeurs des grands maîtres sont encore remplacés par des sujets moindres qu'eux. Enfin, le génie des arts et des sciences disparaît jusqu'à ce que la révolution des siècles vienne encore tirer une autre fois du tombeau où il semble qu'ils s'ensevelissent pour plusieurs siècles après s'être montrés durant quelques années. Dans le même pays où la nature avait produit libéralement et sans secours extraordinaire les peintres fameux du siècle de Léon X, les récompenses et les soins de l'Académie de Saint-Luc établis par Grégoire XIII et par Sixte V, l'attention des souverains a enfin tous les efforts des causes morales n'ont pu donner une postérité à ces grands artisans nés sans ancêtres. L'école de Venise et celle de Florence dégénérèrent et s'anéantirent en 60 ans. Il est vrai que la peinture se maintient à Rome en splendeur durant un plus grand nombre d'années. Au milieu du siècle dernier, on y voyait même encore de grands maîtres, mais ces peintres étaient des étrangers tels que le Poussin, les élèves des Caraches, qui vinrent faire valoir à Rome les talents de l'école de Bologne. Et quelque autre, comme cette école avait fleuri plus tard que celle de Rome, elle a survécu à la première. Qu'on me permette l'expression, il ne vint point de taillis à côté de ces grands chênes. Poussin, en 30 années de travail assidu, dans un atelier placé au milieu de Rome, ne forma point d'élève qui ne soit acquis un grand nom dans la peinture, quoique ce grand homme fût aussi capable d'enseigner son art qu'aucun maître qui jamais les professait. Dans la même ville, mais en d'autres temps, Raphaël, mort aussi jeune que l'étaient ses élèves, avait formé dans le cours de 10 ou 12 années une école de 5 ou 6 peintres dont les ouvrages sont encore une partie de la gloire du maître. Enfin, toutes les écoles d'Italie, celles de Venise, de Rome, de Parme et de Bologne, où les grands sujets se multipliaient si facilement dans les bons temps, en sont aujourd'hui dénués. Cette décadence est arrivée précisément en des temps où l'Italie jouissait des jours les plus heureux dont elle est jouie depuis la destruction de l'Empire romain par les barbares. Toutes les conjonctures qui décideraient de la destinée des beaux-arts, s'il était vrai que cette destinée dépendait uniquement des causes morales, concouraient à les faire fleurir, quand ils y sont tombés en décadence. Ce fut depuis l'expédition de notre roi Charles VIII à Naples, jusqu'à la paix faite à Cambrai en 1529 entre Charles Quint et François Ier, laquelle fut bientôt suivie de la dernière révolution de l'État de Florence, que les guerres désolèrent l'Italie. Durant 34 ans, l'Italie, pour me servir de l'expression familière à ses historiens, fut foulée aux pieds par les nations barbares. Le royaume de Naples fut conquis 4 ou 5 fois par différents princes, et l'État de Milan changea de maître encore plus souvent. On vit plusieurs fois des clochers de Venise, les armées ennemies, et Florence fut presque toujours en guerre contre les Médicis qui la voulaient assujettir, ou contre les Pisans qu'elle voulait remettre sous le joug. Rome vit plus d'une fois des troupes ennemies ou suspectes dans ses murailles, et cette capitale des beaux-arts fut saccagée par les armes de l'empereur Charles Quint, avec autant de barbarie que le serait une ville d'assaut par les Turcs. Ce fut précisément durant ces 34 années que les lettres et les arts firent en Italie ces progrès qui semblent encore prodigieux aujourd'hui. Depuis la dernière révolution de l'État de Florence jusqu'à la fin du XVIe siècle,
le repos de l'Italie ne fut interrompu que par des guerres de frontières ou de courte durée. Aucune de ces grandes villes ne fut saccagée et il n'arriva plus de révolution violente dans les 5 États principaux qui la partagent, presque entre eux. Les Allemands ni les Français n'y firent plus d'invasions, ni, si on l'accepte, l'expédition du duc de Guise à Naples sous Paul IV, laquelle fut plutôt une course qu'une guerre. Le XVIIe siècle a été pour l'Italie un temps de repos et d'abondance jusqu'à la dernière année. Ce fut durant tout le temps dont j'ai parlé que les Vénitiens amassèrent des sommes immenses en argent monnayé et qu'ils firent faire leur fameuse chaîne d'or à laquelle on ajoutait tous les ans de nouveaux anneaux. Ce fut alors que Sixte V mit dans le trésor apostolique 5 millions d'écus d'or, que la banque de Gênes se remplit, que les grands-ducs mirent ensemble de si grosses sommes que les ducs de Ferrare remplirent leurs coffres en un mot, que tous ceux qui gouvernent en Italie, à l'exception des vice-rois de Naples et des gouverneurs de Milan, trouvaient après les dépenses courantes et les dépenses faites par précaution un superflu dans le revenu de chaque année, lequel on pouvait épargner. Voilà le symptôme le plus certain d'un État florissant. Néanmoins, ce fut durant ces années de prospérité que les écoles de Rome, de Florence, de Venise et successivement que celles de Bologne s'appauvrirent et devinrent dénuées de bons sujets. Comme leur midi s'était trouvé fort près de leur levant, leur couchant ne se trouva pas bien éloigné de leur midi. Je ne veux point prévoir la décadence de notre siècle, quoiqu'un homme qui a beaucoup d'esprit ait écrit il y a déjà plus de 40 ans, en parlant des beaux ouvrages que ce siècle a produits, il en faut convenir de bonne foi. Il y a environ 10 ans que ce bon temps est passé. Despréaux, avant que de mourir, dit prendre l'effort à un poète lyrique né avec les talents de ces anciens poètes, à qui Virgile donne une place honorable dans les Champs-Élysées, pour avoir enseigné les premiers la morale aux hommes encore féroces. Les ouvrages de ces anciens poètes, qui furent un des premiers liens de la société et qui donnèrent lieu à la fable d'Amphion, ne contenaient pas des maximes plus sages que les odes de l'auteur dont je parle, à qui la nature ne semblait avoir donné du génie que pour parer la morale et pour rendre aimable la vertu. D'autres qui vivent encore mériteraient que je fisse une mention honorable de leurs ouvrages. Mais comme dit Vélius, par Paterculus, en un cas à peu près pareil, vivorum censura difficilis. Il est trop délicat d'entreprendre le recensement des poètes vivants. Vivorum censura difficilis.